On va revenir aux affaires européennes. Un petit mot sur le Moyen-Orient. Donc, cessez-le-feu a été prolongé hier entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump semble plus vraiment contrôler ce qui se passe parce qu'il a sous-estimé l'Iran, ses capacités technologiques et militaires, ses capacités d'intelligentsia iranienne. Selon vous, l'Europe, le rôle de l'Europe dans cette affaire, est-ce que Macron a bien joué, mal joué avec l'histoire du détroit d'Ormuz? Sur la question de la guerre d'Iran, quel est le sens de cette guerre? Pourquoi Trump, pourquoi les États-Unis sont dans cette guerre qui déstabilise grandement sa base électorale, puisqu'il avait promis l'inverse? Et deuxièmement, quel est le sens pour les États-Unis de cette guerre? Alors, est-ce qu'il a juste suivi Netanyahou? Parce qu'on sait l'hostilité historique entre Israël et l'Iran, et cette volonté d'aller en guerre contre l'Iran depuis bien longtemps. Si ça n'est que ça, c'est extrêmement grave pour les États-Unis. Car aujourd'hui, on ne comprend pas du tout les buts de guerre. Enfin, c'est très erratique. On nous dit on va bientôt libérer le détroit d'Ormuz. Enfin, je signale qu'avant la guerre, il était ouvert. Hein. Donc ça ne peut pas être un but de guerre, puisque c'est la guerre qui a créé la fermeture. Donc tout ça est absurde. Donc même si un jour il était rouvert, et encore dans quelles conditions, péage, pas péage, avant il était ouvert sans péage. Donc moi je constate que pour l'instant, ça a juste fait des milliers de morts, innocents, ça a déstabilisé complètement la région, ça a déstabilisé les flux énergétiques mondiaux, ça commence à créer une crise économique mondiale, et ça ferme ce fameux détroit d'Ormuz. Donc c'est vraiment absurde en fait. Donc il faut que cette guerre s'arrête le plus vite possible. L'Iran n'avait pas attaqué les États-Unis avant. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Pour le coup, aucun sens. Donc la réalité, c'est que la France, moi je ne parle pas d'Europe parce que je pense que la politique étrangère de l'Europe, ça ne peut pas exister. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. La France, pour le coup, sur cette guerre, me semble moins catastrophique que sur l'Ukraine. Je pense que Macron... C'est plus loin, c'est pas tout à fait Voilà, notre région. peut-être aussi d'ailleurs qu'on a un petit peu plus de liberté en fait par rapport au système européiste que l'Ukraine. Donc peut-être que c'est plus les permanences de la France qui s'expriment. Et la permanence, alors très affaiblie, très amoindrie par rapport à ce qu'a été la France du général de Gaulle ou même encore sous Jacques Chirac. Mais vraiment, quelques permanences qui existent encore. C'est-à-dire que normalement, on est un acteur qui parle à tout le monde. Que nous, on n'est pas en guerre contre l'Iran. Je rappelle qu'on avait même des marchés. Ça me fait penser à la Russie. On était numéro 1 sur l'automobile avant les sanctions américaines. Et vous regardez d'ailleurs des images de Téhéran aujourd'hui, vous voyez beaucoup de Peugeot, vous voyez beaucoup de Citroën. On était numéro 1 et on a été chassé par les sanctions américaines. Et d'ailleurs, ensuite, ils nous ont remplacés par General Motors. Vous voyez, on est toujours et c'est pareil, en Russie, on était très bons. Renault, Auchan, Leroy Merlin. Premier employeur étranger. C'est extraordinaire et on a une capacité à se tirer une balle dans le pied par idéologie et par trahison, en fait, par esprit de trahison qui est phénoménal. Bon, sur l'Iran, on ne doit certainement pas intervenir. Macron essaie de faire un peu le malin avec sa coalition sur Hormuz, mais j'espère que ça ne donnera rien. Voilà. J'espère qu'on se tiendra à distance de cette affaire, que nous, on parle à tout le monde, y compris à l'Iran, que nous n'avons pas à être le larbin de ceux qui ont déclenché la guerre. C'est une guerre israélo-américaine, ils se débrouillent. C'est à eux de rétablir la situation. C'est à eux de réparer leurs bêtises. C'est pas à nous d'intervenir et de le faire à leur place. Ça, c'est vraiment mon opinion. Peut-être un effet positif, c'est que Trump a l'air tellement énervé contre les membres de l'OTAN qu'il pourrait avoir envie de casser son jouet, l'OTAN. Mais il en parle. Il en parle. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. J'aimerais qu'il le fasse. Ça nous arrangerait, car moi, je suis pour la sortie de la France de l'OTAN, comme de l'Union européenne, bien sûr, et donc, en fait, pour la fin de l'OTAN. Enfin, je pense que l'OTAN aurait dû disparaître en même temps que le pacte de Varsovie en 1991. Il n'y a plus d'illusions alors pour la France, parce qu'on considère historiquement les États-Unis comme un grand allié de la France. Est-ce que maintenant ça change dans l'esprit peut-être de la population française ? Je pense que si on a en tête que les États-Unis sont un grand allié de la France, on n'a pas compris l'histoire du XXe siècle, l'histoire du XXIe siècle. Commençant, à ce moment-là, je conseillerais à ces gens-là de lire Éric Branca, notre ami. Qui est notre prochain invité le 4 mai pour une grande conférence. Pas, vous voyez, je vous fais une transition et qui sera d'ailleurs à nos assises de la souveraineté d'Arras aussi en septembre. On va lancer les inscriptions en mai. L'ami américain, De Gaulle le savait très bien, même Mitterrand l'avait avoué avant de mourir. Il avait dit un pays nous fait la guerre et ce sont les États-Unis d'Amérique et les Français ne le savent pas. Une guerre impitoyable, disait-il. Évidemment, la réalité c'est que non, les Américains sont ni nos amis ni nos alliés. Voilà. Il peut y avoir un moment, un instant T
des choses qu'on peut faire ensemble de manière pragmatique. Mais je pense que ça doit être ça, là, d'ailleurs, la politique d'une nation. Comme le disait encore une fois le général de Gaulle, une nation n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Des intérêts. Il faut que, sur telle ou telle crise, on regarde de manière très pragmatique, très très pragmatique, en considérant, et ça c'est vraiment une mission de la France qu'on doit parler absolument à tout le monde, on doit regarder sur telle crise internationale ou tel enjeu international avec qui on a intérêt à coopérer, avec qui on a intérêt à travailler ensemble. Et sur certains sujets, peut-être avec les États-Unis d'Amérique, sur certains sujets, peut-être contre les États-Unis d'Amérique, et peut-être avec la Russie, et peut-être, vous voyez, avec les BRICS. Enfin, il n'y a pas d'autre politique possible en réalité. Et d'ailleurs, c'est ce que font eux-mêmes les États-Unis. Hein. Les États-Unis peuvent considérer un jour que la Russie est un diable et le lendemain travailler de manière très pragmatique à des intérêts économiques et énergétiques communs. Ce n'est pas moi qui vais leur reprocher cela. Je pense que c'est juste normal, c'est ce qu'on devrait faire. Justement, la question énergétique, très importante. Vous alertez sur le confinement énergétique. Déjà, le mot confinement en soi nous rappelle des souvenirs pas très agréables et assez récents. Quelles mesures pourraient être prises, imposées par l'Union européenne? Alors, le terme n'est pas de moi, il est du commissaire européen à l'énergie. Et il est très utilisé en Italie où ils parlent de lockdown énergético. Alors, ils ont un Ça fait peur. Ils ont un mot anglais, lockdown. Bon, l'italien a l'air encore plus envahi par les anglicismes que le français. Mais enfin bon, nous on dit confinement et tant mieux. Confinement énergétique, mais c'est vrai que c'est un mot qui rappelle le Covid, je pense volontairement. Le commissaire européen à l'énergie vient de dire nous en avons pour des mois, voire des années de souffrance. Non. Alors évidemment, derrière, lui, il nous dit il va falloir faire des restrictions de circulation, des restrictions de liberté, des rationnements, gérer la pénurie, une pénurie qui n'existe pas vraiment en réalité, et peut-être même des passes carburant, ce qui, par exemple, existe déjà là depuis quelques semaines au Sri Lanka, et qui pourrait être un magnifique modèle pour l'Union européenne, on s'en doute. Hein. Sachant qu'en Italie, il y a déjà une réflexion avancée vers un confinement énergétique, avec des premières mesures sur les aéroports. La solution face à cela, c'est de rouvrir les vannes russes. Il y a du pétrole et du gaz russe. Vous osez le dire. Je le dis parce que moi j'ose dire ce que je veux, ce que je pense. Et que c'est absurde, et je le dis depuis le premier jour, ces sanctions anti-russes levées par le Japon, levées par la Corée du Sud, levées par les États-Unis, évidemment, doivent être levées. C'est une évidence. On manque de pétrole et de gaz, il y en a. Il y en a, bon marché. Eh bien, allons le chercher. De toute façon, il y a une continuité stratégique. Sur ce grand continent eurasiatique, il y a un sens stratégique à ce qu'on travaille avec la Russie. Et c'est pour ça que, de manière acharnée, les néoconservateurs américains et tous les ennemis d'une France et de pays européens qui puissent exister par eux-mêmes se sont acharnés méthodiquement à casser ce lien. On le voit depuis des décennies. Alors, soit on est complice de cela et on collabore à cela et on estimera qu'il faut une guerre contre la Russie, mais à ce moment-là, on ne défend pas les intérêts français. On joue contre les intérêts français. Soit on est vraiment dans la défense de nos intérêts nationaux et on reprend le dialogue avec la Russie. Le ministère russe de l'énergie, là c'est justement un peu suite de notre question, ordonne la fin du transit pétrolier kazakh, toujours via les gazoducs russes. Et cette coupure tombe pour l'Allemagne en pleine crise en Iran et alerte, met en péril l'industrie allemande. Un mot sur l'industrie française. D'ailleurs, une tribune que j'ai citée la dernière fois sur la protection de l'industrie française, je pense initiée par Natacha Polony, sur organisation de référendum pour mettre la protection de l'industrie française dans la Constitution. Oui, alors il y a deux sujets. D'abord sur l'Allemagne, l'arroseur arrosé. Écoutez, l'Allemagne soutient les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Donc elle se prive d'énergie, pas cher. A-t-elle protesté quand les gazoducs Nord Stream 1 et 2, en septembre 2022, ont été sabotés par des forces ukraino-otanesques? Bon, les enquêtes l'ont montré, absolument pas protesté. Absolument pas protesté. Donc, écoutez, elle ne peut pas... c'est tout. J'ai envie de dire, Poutine, il s'amuse là. Il bloque l'accès énergétique à l'industrie allemande. Ben, elle n'avait qu'à réfléchir à l'industrie allemande. Voilà.
Alors, c'est pas moi qui vais me plaindre de l'affaiblissement de l'industrie allemande, hein, je vais vous dire, parce qu'ils nous ont fait tellement de mal pour détruire l'industrie française à leur bénéfice depuis des décennies, je ne vais pas pleurer là-dessus. Mais nous subissons aussi le contre-coup, en réalité. Car on est dans le même système, le même marché européen d'électricité, la même folie de ces sanctions, la même folie européiste. Donc sur l'industrie française, fin des sanctions, énergie bon marché. 2, nous avons les centrales nucléaires, énorme avantage, et l'hydroélectrique d'ailleurs, énorme avantage par rapport à l'Allemagne. Pour cela, il faut pouvoir le faire nous-mêmes, reprendre la main sur notre système énergétique national, monopole public d'EDF, GDF, ça marchait très bien, c'était pas cher, c'était indépendant. Il a fallu que l'Europe casse tout ça. Donc pour ça, il va falloir sortir de l'Union européenne. Et 3, patriotisme économique, industriel, agricole aussi d'ailleurs pour nos paysans. Ça suppose priorité dans la commande publique, dans nos marchés publics, pour les produits français, artisanaux, industriels, agricoles. Et ça, c'est interdit par le droit européen, vous le savez bien. Donc tout ça mène à la reprise d'indépendance, c'est-à-dire à la sortie de l'Union européenne. J'ai vu cette tribune, le but, très bien, les modalités, appelons à la sortie de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la Constitution ? D'abord, ce n'est pas son rôle. La Constitution, ce n'est pas un projet de loi. On ne va pas y mettre tout ce qu'on a envie d'y mettre parce qu'on n'ose pas défier le droit européen. Parce que je vois bien, le RN nous dit il faut réguler nous-mêmes l'immigration, donc on va le mettre dans la Constitution. D'abord, ça ne marche pas parce que l'Union européenne considère que la Constitution est en dessous du droit européen, en dessous de la moindre directive. Ça, c'est décidé depuis très longtemps par le droit européen. Et même aujourd'hui, le Conseil constitutionnel français dit la même chose. Sauf l'identité constitutionnelle des États, mais c'est extrêmement restreint, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça ne fonctionnerait d'abord pas, ce n'est pas suffisant, et ensuite c'est absurde. La Constitution n'est pas un catalogue de politique. La Constitution doit régir le fonctionnement des institutions, c'est tout. Alors là, ce serait pareil, là ce ne serait pas sur l'immigration, mais ce serait sur l'industrie française. Comme on n'ose pas quitter l'Union européenne et l'euro, gros problème pour l'industrie française, on va mettre dans la Constitution la politique industrielle, mais tout ça est absurde. Quittons l'Union européenne, ça au moins on est sûr que ça marche. Et on reprend le contrôle et on n'a pas besoin de bidouiller comme ça la Constitution française parce qu'on n'ose pas défier le droit européen. Enfin, c'est absurde. Enfin, je ne sais pas quoi répondre d'autre que cela. C'est-à-dire que la Constitution n'est pas faite pour cela. 2, ça ne marche pas. Et 3, c'est pour moi le signe d'un manque de courage. Le vrai courage, c'est de quitter l'Union européenne, c'est d'agir en adulte, pas en adolescent rebelle. On n'est pas des adolescents rebelles à faire des petits coups comme ça dans notre coin. On est des adultes responsables. On n'est pas content avec l'Union européenne, eh ben on déchire le traité européen et on s'en va. Enfin, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? C'est tout à fait normal.